Pour apporter de l'énergie à cet édifice hors norme, dont le coût s'élève à près de 2,3 milliards de dollars, il vous faudra mobiliser 28 MW de puissance, soit l'équivalent de la consommation électrique de plus de 21 000 foyers. Le projet avait initialement été chiffré à seulement 1,2 milliard de dollars, mais des obstacles sont venus alourdir la facture. Il s'agit ici de la sphère MSG de Las Vegas, une structure si monumentale qu'elle pourrait contenir la Statue de la Liberté dans son intégralité, du socle jusqu'à la torche. Avec ses 112 mètres de hauteur et ses 157 mètres de largeur, cette enceinte peut accueillir jusqu'à 20 000 personnes debout. En configuration assise, la capacité descend à 18 600, de quoi réunir l'ensemble de la population de certains micro-États, comme la République des Palau. Penchons-nous à présent sur sa construction. Il a d'abord fallu un terrain, fourni par le groupe Sands. Ce sont 84 000 mètres cubes de terre et de roches qui ont été excavés pour amorcer le chantier. À titre de comparaison, 0,75 mètres cubes de terre arable sèche pèse environ 1 tonne. Si elle est humide, ce poids peut grimper jusqu'à 1360 kg. En tout, la masse retirée équivaut à celle d'environ 3500 mégalodons mâles adultes, en prenant pour base un sol sec, bien entendu. La sphère extérieure dépasse en hauteur le dôme intérieur de 30%. L'édification du toit de ce dôme a requis 3000 tonnes d'acier, parmi lesquelles figuraient 32 imposantes poutres de 100 tonnes chacune. L'ensemble pèse près de 13 000 tonnes et s'étend sur une surface de 20 400 mètres carrés. Lorsque l'équipe de chantier eut achevé la moitié du treillis du dôme, elle dut repositionner la grue à l'extrémité sud du site afin de pouvoir achever les structures restantes. Ce seul déplacement prit 2 jours entiers, ce qui n'a rien d'étonnant lorsque l'on sait que l'engin utilisé est la 4e plus grande grue sur chenilles au monde. Son transport depuis la Belgique fut complexe. Elle fut d'abord expédiée en Californie, avant que 120 semi-remorques ne la convoient jusqu'à Las Vegas. Il fallut ensuite 18 jours supplémentaires pour l'assembler, à l'aide d'une grue secondaire. La Gateway Arch est une structure remarquable de 192 mètres située à Saint-Louis, dans le Missouri, dont la base présente la même mesure que sa hauteur. Elle est aussi haute que large. Façonnée en acier inoxydable, cette courbe monumentale n'est pas seulement la plus élevée de sa catégorie, mais également l'édifice le plus haut de tout l'État du Missouri. Certains affirment même qu'il s'agit de la structure artificielle la plus haute de l'hémisphère ouest. Elle fut érigée pour célébrer l'expansion des États-Unis et est officiellement dédiée au peuple américain. Vous pourrez la visiter au sein du Gateway Arch National Park, qui, petite curiosité, est le plus petit parc national du pays. Il ne comporte même aucune zone naturelle. L'arche a été imaginée par l'architecte finno-américain Eero Saarinen, lauréat d'un concours lancé dans les années 40. Toutefois, la réalisation prit du temps à se concrétiser. Les travaux débutèrent en 1963 pour s'achever en 1965, et l'ensemble coûta environ 13 millions de dollars au Trésor américain. Vous pourriez dire, ce n'est rien en comparaison de la sphère précédemment évoquée. Certes, mais à l'époque, 13 millions de dollars représentaient un pouvoir d'achat équivalent à près de 96 millions aujourd'hui. Cela dit, même ainsi, l'arche demeure nettement plus économique que la sphère. L'appel d'offres relatif à la construction fut reporté du 20 décembre 1961 au 22 janvier 1962. Une cinquantaine d'entreprises manifestèrent leur intérêt et l'offre retenue, d'un montant de 11 418 $, fut signée le 14 mars 1962, soutenue par une subvention municipale de 2 500 000 $. McDonald Construction, l'entreprise chargée de l'ouvrage, à ne pas confondre avec les burgers McDonald's, fit ériger une tour d'observation de 9 mètres afin que le public puisse suivre l'évolution du chantier. En 1963, près d'1 million de curieux vinrent contempler l'édifice en construction. Si l'achèvement avait été initialement annoncé pour 1964, ce n'est finalement qu'en 1967 que l'arche fut révélée au public. Stan Wolf, directeur de projet chez McDonald Construction, a souligné qu'ériger un immeuble de 62 étages était, selon lui, bien plus aisé que de bâtir une arche. À ses yeux, ériger un bâtiment consiste essentiellement à empiler des éléments à la verticale, tandis qu'une arche implique de composer avec une série de courbes. Ce bâtiment détient une impressionnante série de records mondiaux. La structure la plus haute jamais construite, le plus grand nombre d'étages. Véritable emblème architectural, cette tour est au cœur d'un immense projet à usage mixte comprenant 30 000 logements, 9 hôtels, 3 hectares de parc, 19 gratte-ciel résidentiels, un vaste centre commercial et un lac artificiel.
Pensé pour capter l'attention mondiale et attirer les investissements, le Cher visait clairement l'exceptionnel. Avez-vous déjà ressenti ce frisson caractéristique en altitude? Au sommet du Burj Khalifa, on retrouve une sensation similaire, avec des températures environ 6 degrés plus fraîches qu'au niveau du sol. Sa flèche de 200 mètres, composée de plus de 4000 tonnes d'acier, n'est là que pour l'effet visuel. Même sans elle, la tour culminerait tout de même à 585 mètres. La façade du bâtiment, composée de verre réfléchissant et d'aluminium, a été conçue pour supporter le climat désertique, tout en assurant un excellent rendement thermique. Ces panneaux de verre ne sont pas à prendre à la légère, car chacun pèse environ 360 kg. Le bâtiment compte 57 ascenseurs, dont le modèle à double cabine le plus rapide au monde, atteignant 10 mètres par seconde. Pour les plus courageux, un escalier de 2909 marches mène au 160e étage, mais après vous, vraiment. Compte tenu de la hauteur vertigineuse du Burj Khalifa, il serait tentant de croire que l'approvisionnement en eau constitue un défi majeur, et pourtant, il n'en est rien. Le système intégré du bâtiment permet l'acheminement quotidien d'environ 946 000 litres d'eau via un vaste réseau de canalisation. La question de la climatisation, elle non plus, ne pose aucun problème. Le système de refroidissement est si puissant que son effet équivaut à la fonte de 13 000 tonnes de glace chaque jour. Et que dire du nettoyage des fenêtres? Une équipe de 36 personnes est affectée à l'entretien des 24 348 vitres du bâtiment. Une telle tâche ne s'accomplit ni en une semaine, ni en 15 jours, ni même en un mois. Il faut en moyenne 3 mois pour tout nettoyer, et l'opération est répétée 4 fois par an. 3 x 4, 12. Vous l'aurez compris, c'est un travail pratiquement permanent. La tour Elisabeth figure parmi les constructions les plus célèbres et emblématiques de l'histoire. Si ce nom vous paraît nouveau, sachez qu'il s'agit simplement de l'autre appellation de Big Ben. Ce que l'on ignore souvent, c'est que la stabilité de l'édifice repose sur une base carrée de 12 mètres de côté et sur des fondations de béton épaisses de 3 mètres, indispensables pour une telle masse. Pourtant, ce n'est pas pour ses fondations qu'on la célèbre, mais pour sa célèbre horloge. Et à cette hauteur, son entretien est tout un défi. Depuis 150 ans, grimper au sommet de la tour signifie affronter un escalier en colimaçon de 334 marches. On compte 290 marches en pierre jusqu'à la salle de l'horloge, suivi de 44 autres menant au clocher, puis 59 supplémentaires jusqu'à la pointe de la flèche. Des ascenseurs sont en cours d'installation, mais il ne faut pas se réjouir trop vite. Ils seront réservés aux opérations de maintenance et de sécurité, sans accès prévu pour les visiteurs. Parvenu au sommet, une porte donne sur une passerelle étroite qui longe l'arrière de chacun des 4 immenses cadrans. Le passage est exigu, mais suffisamment large pour permettre à une personne de circuler. Si vous poursuivez votre ascension, un autre accès mène à la salle de l'horloge, où est logé le fascinant mécanisme qui fait battre le cœur de la tour. Ce mécanisme est en soi une véritable prouesse d'ingénierie, conçu autour d'un ensemble sophistiqué de poids, d'engrenages et d'un pendule de 4 mètres. C'est ce dernier qui assure la précision du temps depuis des décennies. On comprend mieux pourquoi la chanson dit que « l'Angleterre balance comme le fait un pendule ».